Deuxième élément, les déclarations américaines. Deuxièmement, les déclarations américaines. Les déclarations américaines ont, elles aussi, influencé les rédacteurs de la déclaration de 1789, ne serait-ce que parce que certains des députés aux États généraux, puis plus tard à l'Assemblée constituante, avaient fait, comme le marquis de Lafayette, la Révolution américaine. La France avait été, par ailleurs, le premier État à reconnaître la jeune République américaine, les Provinces unies d'Amérique, avant de devenir les États-Unis d'Amérique. Ainsi, Benjamin Franklin, qui est mort en 1790, sera le premier ambassadeur, d'abord officieux puis officiel, des États-Unis en Europe, et notamment en France. Et pendant la Révolution américaine, Benjamin Franklin va négocier avec la France, en tant que diplomate, non seulement un traité d'alliance avec les Français, mais aussi le traité de Paris. Benjamin Franklin sera d'ailleurs délégué à la Convention de Philadelphie. Il participera à l'élaboration de la Constitution des États-Unis d'Amérique. Et en 1783, Adams, J.A.Y., et Benjamin Franklin, alors tous trois âgés de plus de 70 ans, signent pour les États-Unis le traité de paix qui garantit l'indépendance des États-Unis d'Amérique nouvellement créés. Ce traité de 1783 met fin à la guerre d'indépendance et de retour aux États-Unis en 1785, la popularité de Benjamin Franklin est à son comble. Il est élu de nouveau président de l'État de Pennsylvanie pour 3 ans. Il participe aussi à la rédaction de la Constitution américaine et il devient ainsi le seul père fondateur de l'Amérique, le Founding Father, à signer les 3 documents fondateurs des États-Unis, à savoir la Déclaration d'indépendance, le Traité de Paris et la Constitution américaine. Par déclaration américaine, on sous-entend la référence à 3 séries de textes. La Déclaration d'indépendance, les Bills of Rights de chacune des 13 provinces unies et les 10 premiers amendements à la Constitution américaine. Alors tout d'abord, la Déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776. Cette déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776 est une déclaration unanime des 13 États-Unis d'Amérique, généralement appelée Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. C'est un texte politique par lequel les 13 anciennes colonies britanniques d'Amérique du Nord ont fait sécession de la Grande-Bretagne le 4 juillet 1776 pour former les États-Unis d'Amérique. Ce texte est marqué, il faut le noter, par l'influence de la philosophie des Lumières et tire également les conséquences de la Révolution anglaise de 1688. D'après les abus constatés, les délégués des colons estiment qu'ils ont le droit et le devoir de se révolter contre la monarchie britannique. En fait, le Parlement britannique, à Londres, avait voté de lourds impôts et taxes frappant les colonies, et c'est la raison pour laquelle, depuis, le 4 juillet de chaque année est devenu la fête nationale des États-Unis, ce qu'on appelle l'Independence Day. Mais vous voyez bien à travers cet exemple de cette déclaration d'indépendance des États-Unis, eh bien que si on reprend la thèse de Jelinek, si la déclaration de 1789 n'est qu'une pâle copie des déclarations américaines, on peut dire que la déclaration d'indépendance américaine est une pâle copie de la pensée de l'esprit des Lumières qui souffle notamment de France. Deuxième texte important, les Bill of Rights de chacune des 13 provinces unies. Il faut savoir que les États-Unis d'Amérique, lorsqu'ils se constituent à partir de 1776, eh bien, sont en fait des États indépendants. 13 États indépendants qui vont s'unir, et chaque État indépendant, à l'origine d'ailleurs on va
parler des articles de la Confédération. C'est un État confédéral et non pas une fédération d'États. Et cette confédération d'États va voir chacun de ces territoires se doter de sa propre constitution, et chacune de ces constitutions étatiques est précédée d'une déclaration des droits. Chaque colonie possède donc un statut politique propre, qui dépend de son histoire, et on distinguait généralement trois catégories: les colonies à charte, qui étaient réglementées par des chartes octroyées par le souverain à des compagnies maritimes privées le plus souvent. C'est le cas par exemple de Rhode Island ou du Connecticut. Les fondations des colonies de propriétaires qui reposent sur l'initiative d'un grand personnage, le Lord Proprietor. Elles sont au nombre de trois, c'est la Pennsylvanie, le Maryland et le Delaware. Dans ces fondations, les citoyens y choisissaient leur gouverneur. Et enfin, les 8 autres sont les colonies de la couronne, ou colonies royales, qui bénéficiaient d'une constitution rédigée par le pouvoir royal. Sous l'impulsion de Benjamin Franklin, la cité de Philadelphie était avec Boston le principal centre d'édition des 13 colonies, et la Pennsylvania Gazette joua un grand rôle pendant la Révolution américaine. Les élites et les pères de la Constitution américaine lisaient les philosophes européens tels que John Locke, tels que Montesquieu, tels que Grotius, tels que Beccaria, comme Henry Home ou Thomas Hobbes. Dès lors, les théories du philosophe britannique John Locke influencèrent le plus les acteurs de la Révolution américaine. L'idée de contrat social impliquait le droit naturel du peuple de déposer ses dirigeants. En revanche, les historiens modernes trouvèrent peu de traces de la pensée rousseauiste en Amérique. Les pères de la Révolution américaine ont dès lors puisé dans l'analyse de la Constitution britannique par Montesquieu, mais aussi dans les textes britanniques comme l'Habeas Corpus, la Déclaration des droits, etc. Et ce pour rédiger les constitutions de chacun des 13 États et du pays qui comprenaient chacun une déclaration des droits. On notera que le républicanisme était à l'époque l'un des principes idéologiques dominants dans les colonies à la veille de la Révolution. Les colons critiquaient ainsi le luxe ostentatoire de la cour et proposaient une vertu républicaine. L'idée que les hommes avaient le devoir civique de lutter pour leur pays se développa. Troisième texte important, qui montre aussi les imbrications très nettes entre les textes anglais et les auteurs français pour que se forge la réflexion politique des auteurs des déclarations des États-Unis d'Amérique. Troisième texte important, les 10 premiers amendements à la Constitution américaine. Les 10 premiers amendements à la Constitution américaine forment ce que l'on appelle traditionnellement la Déclaration des droits, le Bill of Rights de la Constitution américaine. Ils affirment des droits de l'homme sous la forme d'une limitation explicite des pouvoirs de l'État, notamment en matière judiciaire, et il ne s'agit pas de droits positifs que l'État doit garantir aux citoyens, mais l'action dont il doit s'abstenir à son égard. Il faut noter que tous ces amendements ont été proposés par le premier congrès le 25 septembre 1789, c'est-à-dire postérieurement à la Déclaration française, et ne seront ratifiés que le 15 décembre 1791. Ils sont donc bien postérieurs à la Déclaration de 1789 française. En examinant ces différents textes, on constate des rapprochements certains, mais aussi des différences avec la Déclaration française de 1789. Comme la Déclaration de 1789, les textes américains sont marqués par une conception universaliste des droits de l'homme et du citoyen,
conception que l'on va retrouver dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Il existe néanmoins, lorsqu'on examine bien en détail ces textes, il existe néanmoins deux différences majeures entre ces deux textes. D'une part, la déclaration française parle beaucoup plus du citoyen que de l'homme, ou du peuple, alors que les textes américains, eux, parlent le plus souvent de l'homme ou du peuple que du citoyen. D'autre part, le texte français est éminemment abstrait, donc très difficilement invocable devant un tribunal. Par exemple, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Là où le texte américain est essentiellement plus concret, donc aisément, lui, invocable devant un tribunal, exemple, le deuxième amendement à la Constitution américaine dit « Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé. » Et c'est le deuxième amendement qui fonde la liberté de détention des armes à feu aux États-Unis, comme vous le savez. Paragraphe 2, après avoir vu les influences, notamment philosophiques et juridiques, de la Déclaration de 1789, paragraphe 2, le contenu des déclarations révolutionnaires. Paragraphe 2, le contenu des déclarations révolutionnaires. Les déclarations révolutionnaires voient leur contenu orienté autour de deux idées. D'une part, la distinction entre les droits de l'homme et les droits du citoyen, qui fera l'objet de notre petit a, et d'autre part, les principes majeurs qui les commandent, qui feront l'objet de notre petit b. Petit a tout d'abord, petit a, la distinction entre les droits de l'homme et les droits du citoyen. La déclaration de 1789 opère une distinction sensible entre les droits de l'homme, qui sont des droits pré-sociaux, ainsi les droits du travail n'y figurent pas, mais ils feront une apparition timide en 1848 et seront considérés comme des droits de l'homme à part entière et non plus comme des libertés, et les droits du citoyen, qui ne concernent ici que les droits de l'individu qui appartiennent à une collectivité politique, l'homme dans la cité. Il s'agit donc des libertés publiques qui traduisent la participation de l'individu à la vie politique de la cité, et ça concerne notamment, par exemple, la participation au suffrage ou la participation à la confection de la loi. Ces deux séries de droits sont néanmoins regroupées autour d'une idée commune qui figure à l'article 2 de la Déclaration. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. Petit b, les principes révolutionnaires. Ces principes révolutionnaires peuvent être résumés autour de trois grands thèmes. Il y a la liberté, il y a la légalité, et il y a enfin l'égalité. Premier thème, la liberté. La liberté est le premier des droits de l'homme et du citoyen, mais demeure assez vague et peu utilisable à l'état brut devant un tribunal. En effet, je reprends pour la énième fois l'article 2 de la Déclaration, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. Ces principes étant prolongés par les dispositions de l'article 4, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne
que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Ça veut dire que la déclaration fixe un principe, mais ce n'est pas cette déclaration qui protège ce principe. Il faut encore que le législateur intervienne après pour encadrer l'exercice de ce principe. Deuxième thème important, celui de la légalité, c'est-à-dire le recours à la loi. Le recours à la loi tient une place primordiale dans la déclaration de 1789 et l'article 6 dispose ainsi que la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Puis, la déclaration de 1789 vient indiquer un certain nombre de principes qui ne relèvent que de la loi. Ainsi, par exemple, l'article 5 de la déclaration dispose que la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. L'article 7 de la déclaration ajoute « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter les ordres arbitraires doivent être punis, mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Il se rend coupable de résistance. » De même, d'autres principes liés à la matière pénale sont réservés à la loi, tels que par exemple à l'article 8, la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi préalablement établie et promulguée antérieurement au délit. C'est le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus dure. On peut également citer l'article 9 de la déclaration qui précise la présomption d'innocence. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de ces personnes doit être sévèrement réprimée par la loi. De même, c'est encore la loi qui seule peut restreindre la liberté d'opinion et de pensée, comme nous l'indique l'article 10, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Vous voyez bien, à travers tous ces exemples, issus de la déclaration de 1789, que la loi joue un rôle central dans la proclamation et l'encadrement de l'exercice des libertés en France. On aura l'occasion d'essayer de vous démontrer dans le chapitre 2, lorsqu'on parlera de la reconnaissance des libertés publiques par la loi, eh bien que le législateur est l'acteur principal, l'acteur, je dirais, de droit commun, de l'édiction des règles d'encadrement de l'exercice d'une liberté dans le système français, même si on aura aussi l'occasion de voir qu'à titre dérogatoire, il existe des exceptions qui justifient parfois les hypothèses d'intervention du pouvoir réglementaire. Enfin, troisième thème important, contenu dans la déclaration de 1789, l'égalité, L', E accent aigu, G-A-L-I-T, E accent aigu. L'égalité est également l'un des principes cardinaux de la déclaration. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle l'égalité figure dès l'article 1er de la déclaration de 1789, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit,
les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Paragraphe 3. Paragraphe 3, maintenant. Les caractères des déclarations révolutionnaires. Paragraphe 3. Les caractères des déclarations révolutionnaires. L'examen des caractères des déclarations révolutionnaires, et principalement de celles de 1789, révèle qu'elles sont empreintes de trois grands principes: l'intellectualisme, le mondialisme, l'individualisme. Alors reprenons successivement chacun de ces principes. Premier principe, petit a, l'intellectualisme. Par intellectualisme, on veut dire que les déclarations révolutionnaires reflètent une vision idyllique de la société. Elles ne visent pas à montrer la société telle qu'elle est, mais telle qu'elle devrait être. On peut en déduire que cette déclaration, sans anticiper sur les débats ultérieurs sur la valeur juridique de la déclaration de 1789, constitue tout d'abord un document programmatique, philosophique, tout autant que juridique. À côté de l'intellectualisme, deuxième grand principe qui caractérise les déclarations révolutionnaires, l'universalisme. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'universalisme? On veut dire par là que la déclaration de 1789 a un caractère universaliste, voire mondialiste. Ça veut dire que la déclaration de 1789 a une valeur générale qui dépasse le seul cadre de la France, d'où ce caractère universaliste, mondialiste. L'un des rédacteurs de cette déclaration de 1789, qu'on reverra parce qu'il est un auteur incontournable de cette époque, l'abbé Sieyès, S-I-E-Y-E accent grave S, qui va traverser toute la Révolution, puisqu'il naît en 1748 et il meurt en 1836. L'abbé Sieyès pouvait ainsi conclure, après l'adoption de la déclaration, par une formule qui traduit bien ce caractère universaliste: le but, dit l'abbé Sieyès, d'une telle déclaration, est de présenter à toutes les constitutions politiques, l'objet et le but que toutes, sans distinction, doivent s'efforcer d'atteindre. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen prétend s'appliquer à l'humanité tout entière. Ainsi, lors des débats de l'Assemblée constituante en 1789, un député, le député Louis Duport, a pu dire « Il s'agit d'élaborer une déclaration pour tous les hommes, aucune distinction de tous les temps et de toutes les sociétés. » Le 20 août 1789, on retrouve cet universalisme dans la brièveté de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette brièveté veut que l'on parle de l'humanité tout entière. Son but est d'adopter des concepts vagues pour qu'ils soient acceptés partout et par tous. Mais il y a une exception, elle figure à l'article 11. L'article 11 parle d'hommes et de citoyens, c'est-à-dire qu'il renvoie à l'homme, c'est-à-dire à l'être humain de sexe masculin. On notera que sous la Révolution française, une femme, Olympe de Gouges, G-O-U-G-E-S, figure emblématique de la condition féminine, va écrire, mais ne sera pas suivie, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Ça ne lui réussira pas puisqu'elle finira guillotinée. Petit c enfin, l'individualisme. L'individualisme occupe une place essentielle dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
Comme le rappelle Marcel Valine, qui fut l'un des grands juristes français du milieu du XXe siècle, la première moitié du XXe siècle, la déclaration de 1789, elle est individualiste dans son principe, elle l'est évidemment dans son contenu. Marcel Valine disait, individualiste dans son principe, la déclaration des droits de l'homme l'est évidemment dans son contenu. Il l'énonce notamment dans un ouvrage extrêmement célèbre et important de Marcel Valine, qui paraît en 1949, L'individualisme et le droit, et qui n'est que la reproduction d'un cours de doctorat fait par Marcel Valine à la faculté de droit de Paris en 1943-1944, c'est-à-dire pendant l'occupation, et où il critique fortement les doctrines individualistes nazies. Dans cet ouvrage sur l'individualisme et le droit, Marcel Valine a bien mis en lumière les différentes formes d'individualisme, l'individualisme politique, l'individualisme philosophique, juridique, littéraire, économique, et il dénonce la lâcheté de certains de ses confrères juristes, ainsi que du régime en place. Et il terminera d'ailleurs son ouvrage par une formule célèbre, « Je suis un clerc qui ne trahit pas », faisant ici référence à l'ouvrage célèbre de Julien Binda, « La trahison des clercs ». Exaltation de l'individu, droit imprescriptible. Marcel Valine recompose le système juridique français à partir de l'individu, de son pouvoir et de sa volonté. Il théorise avant l'heure le domaine des libertés publiques qui n'existe pas encore formellement. Ainsi, il va transcender les champs du droit public et du droit privé pour ouvrir son étude au système juridique dans son ensemble en la matière, et qui montre que les libertés publiques ne sont ni de droit public ni de droit privé, mais sont la quintessence de l'ensemble du droit. Dans la déclaration, l'accent est mis sur le développement de la personnalité, la priorité est donnée à la réalité de l'individu sur la société, ainsi le but de l'État est le service presque exclusif de l'intérêt de chacun. L'accent est également mis sur le respect du jugement personnel, sur l'individu qui pense au détriment de l'individu qui agit. Il suffit pour s'en convaincre de relire les articles 10 et 11 de la déclaration que j'ai déjà cités. Article 10, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Article 11, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Voilà ce qu'il était possible de dire sur les déclarations françaises de la période révolutionnaire, mais nous n'en avons pas fini encore avec les déclarations françaises. Il nous faut voir maintenant, après une deuxième pause, les déclarations françaises post-révolutionnaires.